Mais je t'ai pas dit au fait, l'autre jour j'avais rendez-vous avec ma naturopathe. Mais oui, c'est vrai, raconte. Bah tu sais quoi, elle m'a appris genre plein de trucs. Genre tu vois quand t'as le cancer, bah surtout tu manges plus de sucre, hein, parce que ça nourrit à mort ta cellule cancéreuse. Ah non mais de toute façon le sucre c'est poison, hein, tout le monde le sait, n'importe quoi. Non mais trop. Mais c'est pas tout, tu vois. Genre, elle m'expliquait aussi que juste avant la chimio, bah il fallait jeûner. Ça te booste à mort et en plus ça évite carrément les effets secondaires. Genre, c'est pas vrai? Et ouais, bon. Là du coup, tu vois, on a fait un petit peu le point sur mon alimentation, tout ça, et elle m'a recommandé plein d'aliments anti-cancer. Genre d'ailleurs, pour ça, le thé vert, c'est super top, hein. C'est plein d'antioxydants et en plus, c'est bon dans une alimentation anti-inflammatoire. Trop bien. Non mais franchement, je te la recommande. Tu devrais aller la voir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au nouveau décor, encore une fois. Non, ce n'est pas le dernier, hein. Parce que comme j'ai déménagé, il faut le temps que j'emménage et vous savez, je suis tranquille, hein, donc il y aura probablement d'autres décors avant le décor final. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un petit peu moins drôle, mais quand même très intéressant, l'alimentation pendant le cancer. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et si ce n'est pas le cas, sachez que vous loupez quelque chose. Donc je vous propose de remédier à ce petit souci en venant vous abonner sur Facebook et Instagram. Parole de diète, ça ne change pas. Vous savez probablement que je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Alors, évidemment, avec toutes les bêtises que je peux entendre au travail, j'étais obligée de finir par vous en parler dans une vidéo. Je pense d'ailleurs qu'à travers cette vidéo, je vais mettre un certain nombre de personnes à dos. C'est pas grave. Allons-y gaiement. Non, parce que bon nombre de mes patients m'ont sorti que leur naturopathe, ou alors que la cousine germaine de l'oncle du frère de la sœur de ma copine, avait dit que pendant le cancer, il fallait surtout stopper le sucre. Hein. Pourquoi pas suivre un régime cétogène? Le plus important, n'oublie pas de jeûner pendant la chimiothérapie. Mais enfin, je t'ai déjà dit de manger des aliments anti-cancer. Ah non, mais le lait, tu arrêtes. Le lait, c'est fini. Et surtout, on n'oublie pas de manger du soja, voire même de prendre des compléments alimentaires à base d'isoflavones, hein, et tout un bon ramassis de conneries. Pour ce qui est du lait, j'en parle dans ma dernière vidéo qui devrait apparaître quelque part par là, hein. Et puis maintenant, vous connaissez le principe, donc on s'attaque tout de suite à 3 mythes sur l'alimentation pendant le cancer. Thé vert, curcuma. Le poisson, mais surtout pas de thon ni de saumon, hein. Le chocolat noir, 2 carrés par jour, mais surtout pas plus. Et alors, le plus important, pas de sucre, pas de produits laitiers et pas d'aliments frits. Et vous avez tout compris. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, il n'y a pas d'aliments anti-cancer. C'est une légende urbaine. Alors oui, l'alimentation joue un rôle primordial dans l'apparition ou non de cancer. Oui, il y a des choses à éviter pendant le cancer. Mais non, ce n'est pas parce que vous buvez votre thé vert en prenant votre tomate pleine de lycopène et en veillant à avoir 1 gramme de curcuma par jour dans votre alimentation que vous ne développerez pas de cancer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. En fait, le terme d'aliment anti-cancer est un abus de langage. Je m'explique. Ces fameux aliments anti-cancer sont des aliments riches en antioxydants, c'est-à-dire la vitamine C, E et le vitamine A, le manganèse, le sélénium, le zinc, etc. Juste, excuse-moi, tu peux expliquer le terme d'antioxydant, hein? Voilà, c'est tout, merci. Oui, bah 2 secondes, j'arrive. Tu t'assois, tu te tais, tu écoutes, j'explique, 2 secondes. Ok? Bon. Donc, notre corps est une véritable usine à réaction biochimique et certaines d'entre elles produisent des déchets, ce qu'on appelle les radicaux libres. Ces petits machins que sont les radicaux libres ne sont quand même pas ouf pour notre santé, hein, et ils seraient impliqués dans l'apparition de certaines maladies que sont les maladies cardiovasculaires, le vieillissement et forcément le cancer. Du coup, les antioxydants dont on parlait tout à l'heure, ce sont les nettoyeurs. Les antioxydants, justement, ils empêchent la prolifération de ces radicaux libres et on les retrouve dans quoi? Dans les fruits et les légumes, notamment pour la vitamine C et le bêta-carotène, dans le poisson, les céréales complètes, les légumineuses pour le sélénium, dans les huiles pour la vitamine E, etc., etc. En gros, quand on mange varié et équilibré, on a tous les antioxydants dont on a besoin. En gros, Parole de diète, elle dit toujours la même chose, quoi. Manger équilibré, manger varié, puis pouf, pas de problème. Je reviens quand même un petit peu sur le thé vert, parce que c'est quand même lui qui revient principalement en consultation, hein. Est-ce que c'est un aliment anti-cancer? Je ne vais pas vous faire languir. Non, ce n'est pas un aliment anti-cancer. Je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Il y a vraiment plusieurs études qui ont été faites là-dessus, et il en ressort que non, il n'y a pas de lien entre la consommation de thé vert et le risque d'apparition de cancer. Et même finalement,
Si on ne sait pas s'il pourrait y avoir potentiellement un effet bénéfique, on sait qu'il y a au moins des effets négatifs à la consommation de thé vert pendant le cancer. Pendant le traitement par chimiothérapie, le thé vert peut augmenter la toxicité des traitements et dans le même temps réduire leur efficacité. Et puis en dehors, comme pendant le cancer, le thé vert réduit l'absorption du fer. Qu'en est-il des compléments alimentaires à base de thé vert ? À trop forte dose, c'est-à-dire au-delà de 800 mg par jour, il y a un risque de toxicité hépatique important, c'est-à-dire une toxicité au niveau du foie. Du coup, j'ai profité de mes petites recherches pour regarder un petit peu ce qu'ils vendaient sur internet et puis c'est pas ouf quoi, hein. J'ai regardé 3 produits. Le premier complément alimentaire conseille une dose journalière de 4 à 6 gélules par jour. Une seule de ces gélules apporte déjà 125 mg de thé vert. Si on suit la recommandation de 6 gélules par jour, on est déjà à 750 mg. Je rappelle que la dose maximale c'est 800, donc on est déjà un petit peu limite. Le deuxième complément que j'ai regardé recommande lui aussi une prise de 6 gélules par jour, mais qui au total apporte 420 mg par jour, ce qui est déjà un petit peu plus raisonnable. Et enfin, le petit dernier, la cerise sur le cupcake, recommande la prise de 3 gélules seulement, apportant 1200 mg par jour. On est donc déjà à plus de 400 mg supplémentaires en trop. C'est nawak! De toute façon, la consommation de compléments alimentaires, quels qu'ils soient, n'est pas du tout recommandée pendant le cancer. Donc, le thé vert, la spiruline, le machin, le tout ça, on oublie! Je ne compte plus les fois où j'ai entendu qu'il fallait supprimer le sucre, voire même supprimer tous les glucides pendant le cancer. Non mais parce que vous comprenez, ça nourrit la cellule cancéreuse. Évidemment, mais ça nourrit surtout toutes les cellules de ton corps, puisque la plupart elles sont glucodépendantes. Et ce fameux régime cétogène, mais qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui ? Non seulement il est super efficace pendant la perte de poids, en plus il peut t'aider à guérir du cancer. Je suis sûre que tout le monde, si tout le monde se mettait au régime cétogène, je suis sûre qu'il n'y a plus de Covid. En une semaine, il n'y a plus de Covid. C'était une blague, hein, je rigole. Déjà, le régime cétogène, c'est quoi ? C'est une alimentation où la part de glucides va être hyper faible et où l'énergie va être majoritairement apportée par les lipides. Le but premier de ce régime, c'est de permettre la production de corps cétoniques pour fournir l'énergie au corps. Ouh là 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 là, in French please. Donc, comme je viens de vous le dire, la plupart de nos cellules sont glucodépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans glucose. Le glucose à la base, il est apporté par les glucides dans une alimentation normale. Dans le régime cétogène, il va être apporté par l'intermédiaire des lipides. Mais réussir à trouver le parfait équilibre qui va permettre la production de corps cétoniques implique un régime ultra strict. On va avoir des quantités très précises de lipides, glucides, protéines à respecter. Et cette alimentation, elle est normalement utilisée pour traiter certains diabètes, les crises d'épilepsie chez certains enfants, mais le tout avec une surveillance médicale hyper régulière, hyper accrue pour éviter les carences et autres problèmes. Supprimer les glucides n'importe comment et manger des lipides à gogo, c'est pas une alimentation cétogène. Dans le pire des cas, vous allez vous créer des carences de malade et dans le meilleur des cas, vous risquez de vous créer des diarrhées super graisseuses, ce qu'on appelle dans le jargon médical des stéatorées. Bon d'accord, mais pour le Mister Cancer, là, c'en est où ? Les études ne sont à ce jour pas suffisantes pour déterminer s'il y a ou non un effet bénéfique à suivre cette alimentation. De mon point de vue, il vaut mieux l'éviter. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on a un cancer, on a souvent de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, donc on est potentiellement amené à perdre l'appétit, à avoir des difficultés alimentaires, à perdre du poids et on se dénutrit. L'alimentation devient compliquée pour beaucoup de personnes. Alors si en plus on se restreint à suivre un régime assez restrictif, un petit peu chiant sur les bords, sans même savoir si ça va vraiment avoir un effet bénéfique, ça vaut pas trop le coup quoi. Je pense qu'il faut mieux préserver son état de santé, son état nutritionnel, en mangeant des choses qui nous font vraiment plaisir et qui vont nous aider à mieux résister dans cette période un peu difficile. Mais du coup, est-ce que vous me conseillez le jeûne avant la chimio ? Je l'entends souvent. On l'entend régulièrement, oui. Là encore, les études ne sont pas suffisantes et assez contradictoires. Certaines études disent que le jeûne 1 ou 2 jours avant la chimiothérapie permet à ce que le produit cible davantage les cellules cancéreuses et puis qu'il
ça pourrait limiter les effets secondaires comme les nausées, les vomissements qui sont bien connus pendant la chimiothérapie. D'autres études en revanche mettent en alerte sur le risque accru de dénutrition lié aux jeunes. La dénutrition, vite fait, c'est le fait d'avoir un état nutritionnel altéré, souvent par un manque d'apport énergétique ou en protéines, qui va altérer la qualité de vie du patient, qui va augmenter le temps d'hospitalisation, qui augmente le risque d'effets secondaires et à la fin qui augmente le risque de mortalité. En gros, la dénutrition, c'est un truc pas ouf. Du coup, est-ce que moi en tant que diète, je recommande le jeûne à mes patients ? Non. Étant donné qu'on estime entre 40 à 50% le nombre de patients dénutris pendant un cancer, je pense qu'il faut mieux jouer la carte de la prudence et éviter toutes les choses qui peuvent conduire à la dénutrition. Bien entendu, le patient reste libre de ses choix. S'il a envie de tester le jeûne, de voir si ça lui procure moins d'effets secondaires, pourquoi pas. Mais j'invite vivement à en parler aux médecins ou aux diètes, histoire de fixer des limites à ne pas franchir pour éviter la dénutrition et puis surtout être surveillé et accompagné. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, même si le sujet était un petit peu moins fun que d'habitude. Mais bon, c'est un petit peu le cœur de mon métier, donc je trouvais ça cool de vous en parler, de vous le partager. D'ailleurs, vous savez que je reste ouverte à toute proposition. Donc s'il y a 3 mythes particuliers que vous aimeriez voir sur cette chaîne, faites-vous plaisir en commentaire, faites-le moi savoir. Si cette vidéo, elle vous a plu, on appuie sur le petit pouce bleu et on appuie aussi sur le petit bouton s'abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines, évidemment. Et puis si on veut ajouter la cerise sur les cupcakes, on partage la vidéo à ses amis, sur les réseaux, un petit peu partout, quoi, voilà. Bon, et puis pour être sûr que vous ayez appris quelque chose quand même avant de partir, on estime à environ 10% les revenus du gouvernement russe grâce à la vente de vodka. Bon, après, quand on sait que la consommation avoisine les 14 litres par personne et par an, on se doute que pour le gouvernement, ça fait une rentrée d'argent pas dégueulasse, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, ciao, à la prochaine.